Bonjour et bienvenue à nos étudiants du semestre 6, section droit privé en langue française, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au droit commercial et au droit de l'entreprise en général. Dans le cadre des anciennes vidéos, on a parlé du fonds de commerce, des techniques juridiques qui tendent à la protection de ce fonds de commerce. On s'est arrêté sur la question de savoir le contenu ou quel est le contenu de la législation sur les baux commerciaux, essentiellement issu de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. On avait dit que le louage est un contrat synalagmatique qui fait naître des droits au profit du locataire, mais aussi met à sa charge une obligation principale, celle de rémunérer le propriétaire. Et on a dit également qu'en fait, cette loi a posé un certain nombre de règles. Elle a clarifié un peu, apporté un peu plus de transparence dans la relation entre les propriétaires et le locataire. Et l'essentiel des règles qu'elle a posées sont généralement dérogatoires aux règles qu'on connaît habituellement en droit commun. On va poser la première question relative aux droits du locataire. Les droits du locataire issus de cette loi, c'est d'abord un droit de jouissance. Alors, droit de jouissance qui peut être considéré comme étant le principal droit que le bail confère au locataire. C'est même l'essence de ce contrat. L'article 643 du DOC est très explicite à cet égard en disposant que le bailleur se doit de garantir au locataire une jouissance de la chose louée. Très bien. Pour la détermination précise du contenu du droit de jouissance, le principe de la liberté contractuelle prévaut sous la réserve ordinaire du respect des règles de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc, généralement, les parties vont matérialiser leur accord obligatoirement par un contrat, un bail qui va définir la destination des lieux, qui va déterminer en fait l'activité qu'on va exercer, qui va répartir les obligations de part et d'autre et qui va fournir un certain nombre de détails sur la façon d'utiliser les lieux. Qu'en est-il dans le cas où le locataire veut changer la nature de son commerce? Est-ce que le bailleur peut empêcher le locataire de rajouter d'autres activités non prévues initialement dans le contrat? C'est ce qu'on appelle habituellement la déspécialisation. Alors, il y a déspécialisation partielle ou déspécialisation totale. Alors, auparavant, la question ou la réponse à la question était difficile parce que le Daïr du 24 mai 1955 était silencieux à cet égard. Et en fait, on se rabattait sur les règles relevant du droit commun. Aujourd'hui, l'article 29 de la loi répond clairement à cette question. Et il nous dit la chose suivante. Le locataire peut être autorisé à exercer une ou plusieurs activités complémentaires ou connexes à l'activité initiale tant qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'objet, les caractéristiques et la situation de l'immeuble et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à sa sécurité. Dans ce cas, le locataire est tenu d'adresser une demande au bailleur faisant mention des activités qu'il envisage d'exercer. Donc, ça veut dire que le bailleur doit recevoir une demande claire, il doit également informer le locataire de son avis dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception, si vous voulez, de ce courrier. À défaut de réponse, en cas de silence donc, il est considéré comme ayant accepté. En cas de refus, l'article 22 confère au locataire la possibilité de saisir le président du tribunal statuant en référé afin de l'autoriser à exercer le ou les nouvelles activités. Donc, la réponse est très claire. Tout d'abord, il faut l'accord du bailleur. En cas de refus, le juge des référés
va prendre une décision favorable ou non favorable, ou défavorable. Ça dépend en fait du contenu de la demande et de la compatibilité de l'activité qui est envisagée avec l'immeuble et l'environnement. Mais de manière générale, l'article 22 dans son paragraphe 2 nous dit clairement que le locataire ne peut exercer dans le local une activité autre que celle convenue au bail, sauf accord écrit du bailleur. D'accord? Donc, en fait, sont très clairs et sont un peu plus clairs que par le passé. Et ce n'est que justice, parce qu'en fait, aujourd'hui, les circonstances économiques, l'environnement économique peut changer et un locataire peut se trouver dans l'impossibilité d'exploiter correctement son local. Il lui faut soit augmenter l'activité, soit élargir, soit carrément changer, d'où l'importance de cet article 22. Deuxième droit de jouissance, c'est la cession du bail et la sous-location. Alors pour la cession du bail, c'est quoi? C'est un contrat par lequel le titulaire du bail transmet à un tiers les droits et les obligations qui y sont attachés. Donc en fait, à l'égard du bailleur, la cession du bail réalise un changement de locataire. En droit commun, la cession du bail à un tiers ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du bailleur. En droit commercial, la règle est complètement différente, puisque le locataire a le droit de céder son droit au bail, soit de manière isolée, soit avec les autres éléments du fonds de commerce, sans avoir besoin d'un accord préalable du bailleur. Cependant, la signification de la cession au bailleur est obligatoire, car à défaut, si on n'informe pas le bailleur de notre intention de céder le droit au bail, eh bien, cette cession lui sera inopposable. La nouvelle loi a rajouté quelque chose, en plus de cette signification. Elle a instauré un droit de préemption au profit du bailleur, qui peut reprendre le local moyennant le versement ou le dépôt des sommes engagées par le nouveau locataire, et ce dans un délai de 30 jours à compter de sa signification. Au-delà, il sera déchu et il ne pourra plus se prévaloir de son droit de préemption. L'article 25 de la loi 49/16 dispose en effet à cet égard que le locataire d'un bail commercial peut céder son droit de bail, avec ou séparément des autres éléments du fonds de commerce par un acte écrit ayant date certaine. La première condition à laquelle doit répondre cette cession est d'informer le bailleur. À défaut, la cession, en fait, ne produira pas d'effet à son égard. Elle lui sera inopposable, en d'autres termes. Le locataire initial, donc, demeure redevable envers le bailleur de toutes ses obligations et le nouveau preneur ne sera obligé que devant son co-contractant. La cession du bail, lorsque elle intervient, obéit, comme je viens de le dire, au formalisme de la cession de créances, notamment l'article 195 du Daïr Forban Code des obligations et contrats, à moins que le locataire ait été dispensé de cette formalité par une clause du contrat. Dans tous les cas, la cession régulière du bail transfère au cessionnaire tous les droits et obligations découlant du contrat de location, et ce conformément aux dispositions de l'article 673 du Daïr Forban Code des obligations et contrats. Deuxième point, la sous-location. La sous-location, c'est un acte par lequel le titulaire d'un bail consent à un tiers un bail différent sur tout ou partie des lieux dont il est lui-même locataire. La sous-location se distingue donc de la cession qu'on vient de voir en ce qu'elle superpose un second bail au premier, alors que la cession réalise un transfert du contrat. En droit commercial,
la sous-location totale ou partielle des locaux loués est autorisée, sauf stipulation expresse du bail à l'effet contraire. Si le loyer de la sous-location, quand elle est réalisée, est supérieur au loyer principal, le bailleur a le droit de demander la révision du loyer, nonobstant les dispositions de la loi numéro 0703, sur l'augmentation qu'on verra plus tard. Par le passé, la sous-location était interdite. Aujourd'hui, elle a fait son entrée dans le cadre du nouveau texte. Le preneur peut sous-louer toute ou partie du bien à condition d'en informer le bailleur, sauf dispositions contractuelles prohibant cette possibilité. Les preneurs, initial et le sous-locataire, restent solidaires vis-à-vis du bailleur. Troisième point, le droit de renouvellement. Le droit de renouvellement, c'est l'essentiel en fait, quand on parle du fonds de commerce, ce qui garantit en quelque sorte la pérennité du fonds de commerce, c'est ce droit de renouvellement. Eh bien, la nouvelle loi a changé les conditions du droit de renouvellement. Complètement. Il les a changées complètement. Parce que par le passé, dans le cadre du DAIR du 24 mai 1955, donc le DAIR abrogé, il y avait une procédure complexe qui n'était pas toujours équilibrée, qui n'apportait pas un équilibre entre les droits du propriétaire et les droits du bailleur et les droits du locataire. La nouvelle loi a changé la donne. Premièrement, pour que le droit de renouvellement soit garanti, il faut que le locataire ait occupé les lieux au moins 2 années consécutives, ou bien il aurait payé un montant en contrepartie de son droit au bail, ce qu'on appelait auparavant le pas de porte. Donc, on est loin du contenu du DAIR du 24 mai 1955, qui lui, en fait, conférait le droit au locataire qui a exploité le local pendant une durée de 2 ans sur la base d'un contrat écrit, ou 4 ans sur la base d'un contrat verbal. La loi numéro 49/16 permet aux locataires ayant exploité pendant une durée de 2 ans ou ayant acheté, payé le droit au bail, à condition bien sûr qu'il soit transcrit sur un contrat ou dans le contrat ou par un acte séparé sous seing privé. Donc, le renouvellement du bail commercial, disposition fondamentale qui permet aux locataires de bénéficier du renouvellement du bail lorsque la durée de l'occupation est d'au moins 2 années consécutives. Comme je viens de le dire, cette condition ne sera pas requise s'il a déjà payé un montant global, pas de porte ou autre, en contrepartie du droit au bail. Cependant, l'article 61 de la loi numéro 1704 portant code du médicament et de la pharmacie précise que, par dérogation aux dispositions de l'ancien article 5 du DAIR de 1955, qui est abrogé, le bénéfice du renouvellement du bail s'applique dès l'ouverture de l'officine. Donc pour les pharmaciens, en fait, ils ont bénéficié avant même l'écoulement de la durée de 2 années. Simplement, ce texte, la loi 1704, fait référence au DAIR du 24 mai 1955. Donc, à mon sens, une modification s'impose pour adapter cet article-là à la nouvelle loi 89/16. Il faut faire remarquer que la nouvelle loi a supprimé les conditions de jouissance consécutives de 4 ans que prévoyait l'ancien texte. Or, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit verser au locataire une indemnité égale au préjudice occasionné par l'éviction. Donc,
Ça, c'est le principe qui est posé pour le droit de renouvellement. Et vous voyez que les choses sont un peu plus simples. L'approche est plus sûre, on peut dire. Il y a moins d'aléatoires. Alors, quand même, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Alors, le bailleur, il a ce droit, c'est un droit discrétionnaire, de dire je refuse de renouveler le bail, un bail qui est venu à terme. Cependant, comme je viens de le dire, un refus sans motif légitime va exposer le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, mais il en sera dispensé dans le cas d'un refus motivé. Alors, le locataire bénéficie, malgré toute clause contraire, du droit au renouvellement et son bail ne peut prendre fin que conformément aux dispositions de la loi 49-16. Ça veut dire que on ne peut pas, par des conventions particulières, déroger à la règle instaurée en matière du droit de renouvellement. Le bailleur qui souhaite mettre un terme au contrat de bail doit mettre en demeure le locataire en précisant la raison qu'il invoque et en accordant un délai pour l'éviction à compter de la réception de la mise en demeure. Un délai de 15 jours si le motif est le non-paiement des mensualités locatives ou si le local menace de tomber en ruine. Un délai de 3 mois dans les autres cas. À compter de l'expiration du délai, le bailleur a le droit de saisir la justice, pour l'homologation de la mise en demeure à l'intérieur d'un délai de 6 mois de la fin du délai accordé au locataire. Parce qu'auparavant, et à la réception de la mise en demeure, c'était au locataire d'agir. Là, on a inversé les rôles, c'est au bailleur d'agir. Donc, le président du tribunal va vérifier l'exactitude du motif justifiant le congé et se prononcera conformément à la demande ou bien va la rejeter purement et simplement sans possibilité d'accorder des délais additionnels. En cours de procédure, le locataire dispose de la possibilité de fournir une demande en indemnisation. Dans ce cas, la décision d'éviction n'est exécutoire que sous réserve du dépôt du montant de l'indemnité dans un délai maximum de 3 mois. Faute de quoi, il sera considéré comme ayant renoncé à l'exécution. Le locataire peut aussi introduire une action en indemnisation dans les 6 mois suivant la notification de la décision définitive d'éviction. Donc, on est dans un schéma différent. Vous constatez que le droit de repentir n'est plus, qui existait dans le cadre du Daïr du 24 mai 1955. Effectivement, ce Daïr-là était dépassé. La vérité, il était dépassé. Il posait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Alors, le refus peut être, comme je l'ai dit, sans motif légitime. Ça veut dire que le propriétaire des locaux peut opposer son refus à la demande de renouvellement et donner congé définitif au locataire. Mais sans raison valable. Dans ce cas, il sera tenu de verser une indemnité d'éviction au locataire. Cette indemnité représente pour le locataire la contrepartie financière des avantages que lui aurait procuré le renouvellement. Cette indemnité doit tenir compte des pertes subies par le locataire suite à son expulsion. L'indemnité pour refus non justifié sera égale.
à la valeur du fonds de commerce calculé sur la base des déclarations fiscales des 4 dernières années. À cela, on doit ajouter les frais d'aménagement et les travaux réalisés par le locataire, plus les frais de déménagement. Bien sûr, le bailleur disposera toujours de la possibilité, en tout cas dispose de la possibilité de prouver que le préjudice subi par le locataire est moindre que l'indemnisation, est moindre que ce qui est demandé. Ça veut dire que il peut essayer de contester en quelque sorte en apportant la preuve contraire. Cependant, et dans tous les cas de figure, l'indemnité ne peut être inférieure au montant du pas de porte. Il faut dire que sur cette question du pas de porte, par le passé, le pas de porte, c'était en réalité des sommes versées hors la vue de tout le monde. C'était de l'argent en espèces. D'ailleurs, vous ne pourrez pas trouver un propriétaire d'un local qui va accepter de déclarer la somme reçue, qui parfois, et même très souvent, était très très élevée. Aujourd'hui, le pas de porte a fait son entrée officielle dans les relations bailleur-locataire, et vous voyez à quel point ce pas de porte est très important, puisque en matière d'indemnité notamment, dans tous les cas de figure, quelles que soient les démonstrations que le bailleur va faire, il ne peut être condamné à un montant inférieur au montant versé dans le cadre du pas de porte. La loi interdit aussi toute clause dans le contrat qui priverait le locataire d'une indemnisation, sauf dans certains cas, notamment s'il est débiteur d'au moins 3 mois de loyer et qu'il ne s'en acquitte pas dans le délai de 15 jours que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à compter de la réception de la mise en demeure. Refus sans motif légitime, refus justifié. Alors, le propriétaire peut être amené à refuser le renouvellement du bail sans être tenu d'aucune indemnité. Et ceci, en fait, se posera dans certains cas de figure qu'évoque l'article 8 de la loi 49-16, notamment le défaut de paiement du loyer dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une mise en demeure envoyée par le bailleur, le changement d'activité du fonds de commerce sans l'accord du bailleur, sauf engagement de remettre les lieux en état dans les 3 mois, le fait d'opérer les changements sur les locaux sans l'accord des bailleurs, nuisant à l'immeuble et à sa sécurité ou augmenter ses charges, sauf engagement de remettre les lieux en état dans un délai de 3 mois, la perte de la clientèle et de la réputation du fonds de commerce en cas de cessation d'activité suite à la fermeture du local pendant au moins 2 ans. Si le local périt du fait du locataire, de la force majeure ou du cas fortuit, enfin sous-location, en violation d'une stipulation contractuelle. Donc, l'éviction du locataire est possible lorsque le bailleur décide aussi de démolir et de reconstruire le local. Ça, je l'ai évoqué. Alors, parce que c'est en fait, cette forme existait aussi dans le cadre de la loi 24, du Daïr du 24 mai 1955. En fait, c'est l'expulsion en vue de démolir et reconstruire, avec bien entendu la possibilité de revenir une fois les travaux terminés, sur le plan théorique, bien entendu, parce qu'il y avait toujours des entraves sur le plan pratique. Eh bien, ici, dans le cadre de la loi 49-16, si le propriétaire entend démolir en vue de reconstruire le local, il devra payer au locataire une indemnité égale à 3 années de loyer et la garantie de la reprise du bail lorsque les travaux seront achevés. Le locataire peut demander au juge d'astreindre le bailleur à prendre en charge les frais d'attente. Le bailleur dispose d'un délai de 2 mois pour entamer les travaux à compter de la date d'éviction, faute de quoi il devra payer au locataire l'indemnité d'éviction, sauf en cas de force majeure, bien entendu.
Il y a une disposition importante qui a été instaurée par la loi 49-16, c'est notamment celle issue de l'article 32, qui nous dit que le bailleur peut demander en référé la reprise des locaux si ces derniers restent fermés ou sans usage pendant une durée de 6 mois, et si le locataire ne procède pas au paiement de son dû durant la même période. Dans ce cas, le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, peut ordonner l'ouverture du local et l'autorisation de sa restitution au propriétaire. La demande du bailleur doit toutefois être accompagnée de certaines pièces justificatives, principalement le contrat de bail, les constatations prouvant la fermeture ou l'abandon du local, tout en précisant bien entendu une date approximative, ainsi que la mise en demeure de respecter les obligations contractuelles adressées au locataire. Sur la base de cette demande, le juge ordonne une expertise afin de vérifier l'état de fermeture ou l'abandon des lieux. Ensuite, le juge pourra ordonner l'ouverture du local. C'est lourd comme procédure. Le local est fermé, on demande l'ouverture. Donc c'est pour ça que le texte pose un certain nombre de conditions pour ne pas désavantager notamment le locataire, qui peut-être a fermé le local pour aller s'approvisionner ou qui est en déplacement ou pour des conditions économiques ou autres. Donc, le juge pourra ordonner l'ouverture du local et autoriser la restitution des locaux. Les effets de l'exécution de la décision intervenue en référé sont définitifs si l'absence du locataire se prolonge pendant une durée dépassant 6 mois à compter de la date de la décision. Ce qui entraîne donc ici la résiliation du contrat de bail et la vente de l'ensemble des biens meubles aux enchères. Toutefois, si le locataire apparaît pendant la procédure d'exécution, les mesures décidées seront automatiquement suspendues. Dans ce cas, le juge accorde au locataire un délai ne dépassant pas 15 jours afin de régulariser la situation, faute de quoi la procédure d'exécution se poursuivra au détriment du locataire. Par contre, si le locataire apparaît après l'exécution de la décision judiciaire, ce dernier, après avoir prouvé qu'il a payé toutes ses dettes locatives, peut solliciter du président du tribunal en sa qualité de juge des référés de l'autoriser à une reprise de la situation contractuelle telle qu'elle était. Le locataire peut également demander des indemnités pour tous les préjudices qu'il aurait subis suite à l'engagement d'une telle procédure à son encontre s'il démontre avoir payé régulièrement les loyers sans omettre qu'il a également la faculté de demander la restitution du local si ce dernier reste vide ou non exploité. En cas d'indemnisation d'un locataire évincé, ce dernier devra s'acquitter de ses dettes auprès de ses créanciers inscrits au registre du commerce. Voici pour les droits du bailleur. Alors, qu'en est-il du locataire donc? Qu'en est-il des obligations du locataire? Eh bien, les obligations qui pèsent sur le locataire commerçant sont du même ordre que celles qui pèsent habituellement sur un locataire, mais sa situation est originale en ce qui concerne le paiement des loyers et le versement, dans certains cas, d'une rémunération supplémentaire payée dès la conclusion du contrat et qu'on appelle, comme je l'ai dit, pas de porte. Donc le paiement des loyers, c'est les loyers et les charges en fait qui au préalable, à la base, sont négociés entre les parties. Les charges sont présumées être comprises dans le loyer au cas où le contrat ne donnerait aucune précision. Les conditions ouvrant au bailleur le droit de demander en référé la reprise des locaux et la résiliation du contrat de bail lorsqu'un locataire cumule 3 mois de loyer impayé
consiste dorénavant en l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat et la preuve que le locataire ait vainement été mis en demeure de payer. Dans ce cas, le locataire évincé ne peut prétendre à aucune indemnité. Les conditions de révision du loyer d'un local à usage commercial sont prévues par la loi numéro 0703 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal. La loi 0703 dispose que l'augmentation du loyer ne peut être que triennale, c'est-à-dire une fois toutes les 3 années, et ce, soit à compter de la date de l'acte initial, soit à compter de la date de la dernière révision. Cette loi fixe également un seuil d'augmentation qui est plafonné à 10% en ce qui concerne les locaux à usage commercial. Il y a certaines exceptions. La loi numéro 49/16 a prévu des cas où la loi 0703 ne trouve application. Il s'agit notamment lorsque le locataire se réinstalle dans un immeuble reconstruit suite à une démolition en attendant la mise en place d'un nouveau contrat de bail qui sera fixé par voie conventionnelle ou judiciaire. En cas de déspécialisation totale ou partielle, le propriétaire est en droit de demander la fixation d'un nouveau loyer, lequel prend effet à compter de la demande faite au tribunal. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale. Pour ce qui concerne les charges, la nouvelle loi n'a pas fixé la liste des charges incombant à chacune des parties, ce qui fait que l'ensemble des réparations et taxes peut être mis à la charge du locataire. Enfin, un petit mot à propos de la clause résolutoire, parce que l'ancien régime ne l'avait pas abordé. La nouvelle loi introduit une clause résolutoire où le pouvoir d'appréciation du juge va être réduit. Ainsi, en présence d'une clause résolutoire, le bailleur peut mettre en demeure le locataire défaillant n'ayant pas payé 3 mensualités. Si cette mise en demeure reste infructueuse pendant 15 jours à compter de sa réception, il peut saisir le juge des référés pour constater la réalisation de la condition et ordonner la restitution du local. Et pour terminer, un petit rappel sur la question relative au pas de porte. Et comme je l'ai dit, l'un des principaux apports de la loi sur le bail commercial, la loi 49/16, concerne l'officialisation du principe du pas de porte. D'accord ? Donc, je dis que c'est une disposition importante car elle va permettre en fait de calculer l'indemnité en cas d'éviction du locataire qui ne peut être inférieure au montant du pas de porte. L'indemnité correspond, d'un point de vue juridique, à la perte du fonds de commerce et au dédommagement des transformations et des travaux de réparation et d'entretien du local. Il faut s'attendre à une avalanche de... Bon, bien sûr, il y aura beaucoup de conflits en cas de rupture du contrat pour la démonstration du versement ou pas de cette somme. Par conséquent, pour éviter ces litiges, il faut simplement que le pas de porte versé ou le montant du pas de porte versé soit inscrit sur le contrat ou tout autre contrat sous seing privé. L'autre barème pour calculer l'indemnité d'éviction porte, parce qu'il ne faut pas croire que c'est simplement le montant du pas de porte, c'est le pas de porte comme l'une des références, mais aussi les déclarations fiscales des 4 dernières années. Cette mesure, je considère qu'elle est structurante en ce sens qu'elle devrait pousser les commerçants à plus de transparence dans leur comptabilité. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous remercie et on se retrouve lors de la
prochaine vidéo pour parler des opérations relatives au fonds de commerce. À bientôt.